L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Avotech, l'association qui regroupe les avocats innovants créateurs d'IETech, qui va, Maître Valérie Blanchi, on appelle plus Maître maintenant parce qu'elle est entrepreneuse dans la IETech, et qui va ouvrir la première table ronde. Bonjour, je m'appelle Valérie Blanchi, je suis la présidente d'Avotech, membre de l'incubateur du barreau de Paris. Avotech, c'est un think tank qui regroupe des avocats, des juristes, innovants, créateurs de l'IETech et désireux d'avoir un impact positif dans le marché du droit de demain. C'est aussi un think tank qui, au travers de ses publications, de ses événements, de son magazine, va vouloir viser à évangéliser les justiciables et à proposer, comme on voit auprès des professionnels et des professionnels du métier du droit, des services innovants, des idées innovantes en matière de transformation numérique et d'intelligence artificielle, ainsi que de déontologie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir donc la première table ronde sur le sujet des enjeux déontologiques des professionnels du droit face au défi de l'intelligence artificielle. Cette table ronde va être animée avec 4 intervenants brillants que sont France Vasseur, que j'invite à nous rejoindre. France Vasseur, vice-président d'Avotech, président du registre général, qui a testé plusieurs usages de l'intelligence artificielle dans son activité d'avocat et qui va témoigner des résultats de ses travaux dans le cadre de cette table ronde. Seront également présents avec nous M. Benoît Chaffois, professeur, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour, directeur de licence professionnelle, je vous en prie, prenez place. En matière de parole d'égalité, si j'ai bien compris. Ensuite interviendra Pierre-Xavier Chauvel de Sas, avocat, membre de l'incubateur du barreau de Paris, co-rédacteur du Vademecum de la déontologie des avocats en matière numérique. Et enfin, Nathalie Atias, membre du Conseil ancien membre du Conseil de membre du Conseil national des barreaux, président d'honneur de l'ACE et bien d'autres choses encore. Alors, je vais laisser France faire sa présentation. Avant, je rappelle juste que nous avons 45 minutes, ce qui veut dire que chacun des intervenants pourra intervenir pendant 5 à 10 minutes, avec ou pas une présentation avec des slides. Et ensuite, nous aurons 5 à 10 minutes d'échange avec la salle s'il y a des questions. En tant que maître des horloges, j'ai une petite cloche pour vous rappeler quand vous allez dépasser votre temps de parole. C'est à toi, France. Donc, on a testé avec Édouard Chamarande, qui est un excellent stagiaire dans mon cabinet, 2 intelligences artificielles génératives. Et moi, je suis là pour faire un peu la mise à niveau de tout le monde. Il y a peut-être des choses que vous savez déjà, mais il y a d'autres qui ne le savent pas. Donc, on met à niveau et vous allez voir comment on a procédé. Et après, le débat sera ouvert avec des intervenants de qualité, bien plus qualifiés que moi. Donc là, c'est le sommaire. Ça sera disponible, donc si vous pourrez l'utiliser. Première partie, comment est-ce qu'on a fonctionné, et 2, les retours d'expérience. Oui, on est toujours organisé quand on est avocat. Même dans mes rêves, je fais des sous-parties. Alors, définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est un champ de recherche. C'est un champ de travail. C'est un champ d'études techniques. Le but, c'est quoi? C'est de simuler l'intelligence humaine. Il y en a qui sont spécialisés, comme dans les échecs. Vous vous rappelez de Kasparov qui se battre, c'est une intelligence artificielle qui est spécialisée sur les échecs. On a eu AlphaGo récemment, et qui en plus était auto-apprenante, et qui a battu très rapidement le plus grand champion chinois de Go. Ce sont des IA spécialisés. Ils ne sont pas généralistes. Il y a plusieurs applications, il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer un petit schéma après. Il y a le deep learning, les réseaux de neurones, c'est des termes qu'on a entendus, qu'on ne comprend pas forcément, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, les applications, il y en a plusieurs. Et donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les IA conversationnelles. Ça, c'est un petit schéma qui est pas mal, qui rappelle ce qu'englobe l'IA. L'IA, c'est l'ensemble, et à l'intérieur, vous allez avoir du machine learning, vous allez avoir du réseau de neurones, du deep learning, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est un champ de recherche qui est large. Maintenant, focus sur les génératives. Ça veut dire quoi? GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer. Donc, ce n'est pas un film. Hein. Ça veut dire transformateur génératif pré-entraîné. Donc, dès que vous voyez GPT, ça veut dire que ça a été entraîné et que ça permet, donc basé sur, il y a les définitions là, modèle de langage basé sur des réseaux de neurones artificiels pré-entraînés sur de grands ensembles de données, ce qu'on appelle le corpus, pour, et c'est ça qui est important, générer un nouveau texte qui n'existait pas avant, de type humain. Et donc, ça le différencie des chatbots classiques
où on a une arborescence, où on sait par avance ce que va répondre le chatbot, puisque c'est prévu, c'est préécrit par les programmeurs. Là, c'est un texte nouveau. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Les limites des IA en général. Les IA ne comprennent pas. Elles ne comprennent rien. Hein? En fait, je vous ai mis, là, vous pourrez regarder les définitions, c'est une réponse statistique la plus probable à votre question. Et comment ça va fonctionner? Elle va aller chercher dans tout son corpus, donc ChatGPT, c'est le web, enfin une partie du web, pas tout, jusqu'en septembre 21 de mémoire, il y en a d'autres, c'est un peu plus large. Et dans cet ensemble, dans ce corpus, et là c'est l'aspect moteur de recherche, hein, on va aller regarder tous les éléments qui ont des mots communs avec votre question. Ah, tout ça c'est intéressant. On fait un premier ensemble plus pertinent. Et quand on arrive à quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on souhaite, l'IA générative va donc générer une réponse probable de type humain. Elle n'a toujours pas compris la question, mais quand ça s'affiche sur votre écran, vous avez vraiment l'impression qu'elle vous a compris. On a tous des problèmes de couple. Le chat GPT me comprend très bien. Donc c'est de la probabilité, c'est de la stat. Il n'y a pas d'intelligence au sens intelligo en latin, ça veut dire je perçois. C'est la perception. C'est-à-dire qu'il va y avoir une extrapolation créatrice dans l'intelligence. On comprend la question, on va y répondre. Ce n'est pas le cas des IA, c'est une réponse probable. Allez, j'accélère. Les deux IA testés, ChatGPT, donc qui est bien connu maintenant, donc je passe la description, et les JGPT, GPT, ben, je pourrais dire GPT parce que c'est en français, c'est Steve Morin qui a lancé ça, et vous allez voir qu'elle est assez intéressante parce qu'elle se réfère à des articles du code. Je dévoile déjà un peu le grand truc. Donc vous avez les liens, vous pourrez aller dessus. On a fait plusieurs questions, on en a gardé 5 pour vous, et on a posé les mêmes questions aux deux IA pour voir quelles étaient leurs réponses. Et on y va. Alors, question 1, un logiciel peut-il être mis en indivision? La réponse de ChatGPT, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être mise en indivision parce que c'est un bien corporel. C'est faux. C'est faux. C'est justement la base du code de propriété intellectuelle, c'est que tout ce qui est droit d'auteur, comme il n'y a pas de copropriété prévue à la différence des brevets et des marques, c'est nécessairement 815 du code civil, c'est l'indivision. Faute de ChatGPT. Donc, allez JGPT, ben, même réponse fausse. Une indivision ne peut concerner que des biens corporels et donc pas des biens immatériels. Mais progrès, les JGPT dit il y a quand même l'œuvre de collaboration. Et ça, c'est bien. C'est bien qu'elles le disent. C'est un peu mieux, les deux sont faux. Deuxième question. Puis j'ai posé une marque en classe 48. Donc ceux qui connaissent rigolent déjà. Hein? Voilà. Eh bien, ils disent oui, bien sûr, tu peux la déposer en 48, mais vous verrez, le ChatGPT dit il y a 45 classes au total. Mais tu peux quand même déposer en classe 48. Donc là, il y a une incohérence complète. C'est-à-dire qu'elle te dit qu'il y a 45 classes et tu déposes en 48. Et bizarrement, cette classe 48, ça correspond à la 45 et il va sur des soins funéraires. C'est peut-être la mort de l'intelligence naturelle qui est évoquée à travers ce trait d'esprit sans appel. Mais bon, bref, il nous invente une nouvelle classe et ce n'est qu'à la 77e, il a du mérite, mon stagiaire, classe que ChatGPT dit, ben, en fait, il n'y a pas de classe 77. Voilà. OK. Pareil pour les JGPT. Donc, pareil, il dit que... Alors, il n'indique pas qu'il y a 45 classes, mais il dit que c'est possible en 48. Mais lui, il vise la classe 39. Mais il cite le texte du code. C'est pas mal, mais c'est faux aussi. Allez, question 3. Ça va le temps? 3 minutes. Ben, je vais dépasser. Ou je m'arrête quand vous voulez, mais... rédige-moi un acte de cession. Eh bien, ChatGPT le fait, et c'est pas mal. Il y a les éléments essentiels qui y sont. C'est vraiment pas mal. OK? Et ça fait que quelques mois qu'elle est là. Les JGPT, non, il ne fait pas, comme s'il respectait déjà le monopole des avocats en la matière. Bref, par contre, il vous fait un guide. Question 4. Puis-je rompre librement des pourparlers? ChatGPT est assez général. Les JGPT va beaucoup plus loin parce qu'il cite la notion que j'attendais, qui est celle de rupture abusive de pourparlers. Et lui, il en parle. Bravo, les JGPT qui l'emportent. Question 5. Puis-je utiliser une information couverte par le secret des affaires? Réponse ChatGPT assez généraliste, peu concrète. En plus, c'est qu'une confusion sur
les obligations du contrat de confidentialité. Au contraire, les JGPT se réfèrent au bon article 151-1 du Code de commerce, donnent les bonnes informations, donc c'est les JGPT qui gagnent. Et voilà le tableau. Donc, on a quand même des 4 échecs à égalité. En mitigé, c'est un peu plus ChatGPT, et en réussite, c'est un peu plus les JGPT. Et la conclusion, c'est que l'atout de ChatGPT, c'est qu'il peut régénérer un texte à partir d'une question qu'on lui a posée. On peut le régénérer des questions, ce que ne fait pas les JGPT. Il fait des rédactions d'actes, ce que ne fait pas les JGPT. Les JGPT, en revanche, se réfèrent toujours aux articles du code. Et ça, c'est excellent. Et il utilise des bons concepts en droit. Ça, c'est vraiment balèze. Donc, avantage des JGPT. Alors, comme j'ai peu de temps, je ne vous parlerai pas du futur, qui sont les futurs IA, AutoGPT, qui va intégrer un plan, c'est-à-dire qu'on va prédéfinir un plan dans le fonctionnement de l'IA. Et MultiGPT, non seulement il y a le plan, mais en plus, vous avez un chef d'orchestre, c'est en 3, qui va faire fonctionner d'autres intelligences artificielles pour générer un résultat qui sera encore plus pertinent d'un point de vue statistique. Ils n'auront toujours pas compris la question. ChatGPT a atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Netflix, c'était 3 ans et demi. Les prochaines iront encore plus vite. Aux États-Unis, on a un confrère américain, le pauvre, qui utilisait ChatGPT, qui a cité 6 jurisprudences totalement fantaisistes qui n'existaient pas devant un tribunal américain. Et il passe aujourd'hui même, le 8 juin, pour entendre les éventuelles sanctions qu'il va recevoir. Donc vous verrez l'article que je vous ai mis. Donc évidemment, on va évoquer les questions de déontologie, mais il y en a déjà un article, c'est que le 21.4.4, l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur. Bah, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, mes amis. Il y a un arbre décisionnel sur est-ce que vous avez intérêt ou pas à utiliser ChatGPT. Donc, est-ce que ça doit être précis? Non, vous pouvez l'utiliser. Ça doit être précis. Est-ce que tu vas pouvoir vérifier ce qu'il dit? Donc, comme j'ai plus de temps, vous le regarderez vous-même. Et je m'arrête là. Et voilà, après, il y a des annexes sur la suite. Et voilà. Merci. À présent, nous allons entendre Benoît Chaffois sur la déontologie numérique des avocats. Je prends le micro, merci. Merci Thomas pour l'invitation. Alors, Franck, c'est très bien. Vous avez introduit parfaitement en fait, les questions qui ont été liées aux avocats. Les IA hallucinent, en fait, elles hallucinent totalement, elles nous racontent n'importe quoi. Et c'est effectivement le problème de M. Steven Schwartz, qui n'a pas produit 6 fausses décisions, mais 12 fausses décisions. 12 fausses décisions, ce qui est assez aberrant et qui m'amène en fait à me poser plusieurs questions, moi vis-à-vis des avocats. Alors on pourrait déjà se dire, mais ce serait faire avoir un peu de candeur, que les avocats vont faire attention, nos confrères ne vont pas tomber dans le panneau de Maître Schwartz, mais il suffit de voir notre code de déontologie pour se rendre compte que malheureusement, on a beaucoup de confrères qui font n'importe quoi, et ça ne va pas s'arrêter. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Et ça m'amène 2 questions. Premier point, est-ce qu'il faut réguler ces IA génératives? Et deuxième point, quels sont les risques encourus par eh bien, les avocats qui utilisent ces IA génératives? Alors pour ce qui est de la première question, je vais peut-être laisser la question de la régulation dans le débat qu'on va avoir tous ensemble. Je suis pour une régulation, je préfère le dire tout de suite. C'est d'ailleurs l'avis du fondateur de ChatGPT. Mais alors, juste pour lancer des pistes de réflexion, on a l'exemple des GAFAM, il ne faut mieux pas laisser le secteur privé s'autoréguler. Je pense qu'il y a d'autres moyens de réguler. Ce d'autant plus qu'on va avoir un véritable problème en termes de monopole de la consultation juridique, puisque, comme vous le savez peut-être, dans la définition qui a été donnée par la Cour de cassation, la consultation juridique suppose un effort intellectuel, donc humain. Ce qui fait que si j'applique la décision de la Cour de cassation en ce sens-là, on pourrait m'opposer le fait que ChatGPT ne fera pas de consultation juridique, en tout cas la version 4. Donc à mon sens, il y a un véritable besoin d'évolution, c'est le rapport Perben, qui d'ailleurs va dans ce sens-là. Pour ce qui est des avocats, vraiment, l'utilisation d'une IA générative, en fait, amène 2 gros problèmes. Un premier problème lié à la responsabilité, 3 sources de responsabilité ici, déontologique, civil, pénal, et un autre problème qui est lié au secret professionnel. Sachant qu'à mon avis, il faut distinguer 2 cas. Le cas de Maître Schwartz, qui a fait une erreur monumentale, qui en fait est assisté d'une IA.
il utilise l'IA pour travailler, il n'a pas envie de se fouler, il utilise son IA, il ne fait pas le travail, il ne vérifie pas ce qui a été fait derrière, et donc il est directement en faute. Mais une autre hypothèse aussi qui m'est venue comme ça en réfléchissant sur l'intervention d'aujourd'hui, qui est que demain, je pense que certains cabinets auront peut-être les moyens de créer eux-mêmes leurs propres IA, et pourquoi pas faire des legal bots qui seront couplés à des IA qui d'eux-mêmes pourront donner des réponses. Ça, c'est un peu le futur que certains cabinets entrevoient et qui amène d'autres sources de problèmes. Alors, pour ce qui est de ce cas-là, on va devoir appliquer le régime des prestations juridiques en ligne, l'article 19 du RIN, mais ça ne va pas aboutir à une exonération de la responsabilité du cabinet qui met à disposition de ses clients ce type de... Alors c'est un futur improbable, hein, ce type de bot surpuissant. Et je pense que le cabinet sera pleinement responsable de toute façon des bêtises qui seront dites par les IA, parce que les IA hallucinent. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Pour ce qui est de Maître Schwartz et de ce qui a déjà lieu en fait, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on a beaucoup de cabinets, beaucoup d'avocats qui utilisent déjà en sous-main ChatGPT dans sa version 3.5 pour s'aider à faire de la rédaction. Alors quand il s'agit de faire de la rédaction administrative, on n'a pas de véritable problème de fond, rédiger un mail simple, ainsi de suite. Par contre, on va avoir un autre problème qui est que mon avocat va rentrer des données dans ces IA. Va rentrer des données qui ne seront peut-être pas anonymisées. Et des données qui vont peut-être avoir trait à une affaire. Et là, moi je m'inquiète. Pourquoi ? Parce que ces données-là, je ne sais pas où elles vont. Enfin, si, elles vont sur un serveur aux États-Unis. D'ailleurs, quand on s'inscrit sur ChatGPT, on donne son accord pour que ChatGPT puisse prendre nos données et les réutiliser pour nourrir la machine. Qu'est-ce qui me dit que Maître Schwartz, quand il a rentré des données sur son affaire, eh ben, on n'a pas OpenAI qui a toute l'affaire entre les mains et qui me dit que demain, sur une affaire extrêmement confidentielle avec de gros enjeux, ils ne vont pas les servir sur les données. Finalement, j'ai accepté de le faire. Énorme risque ici, violation du secret professionnel. Il ne faut vraiment pas oublier qu'au-delà de l'aspect déontologique, c'est un délit. On est sur du pénal. Donc c'est extrêmement grave. Je pense que les avocats sont suffisamment consciencieux pour, en plus de leur devoir de prudence, disons au titre, c'est l'article 1 du RIN, tout le monde connaît, aussi un secret professionnel qui impose une vigilance accrue. Et si j'ai un conseil à donner, concrètement, en pratique, comment faire, hein, pour ceux qui veulent utiliser ChatGPT, c'est d'anonymiser les données. De le faire de manière à ce qu'on ne puisse pas en fait retrouver qui est visé et quelle est l'affaire qui est visée. Sinon, on est face à un énorme risque. L'autre point maintenant, c'est vis-à-vis du client. Alors, on passe à la question du secret professionnel vis-à-vis du client, et finalement, c'est qu'est-ce que risque Maître Schwartz, qui donc semble être jugé aujourd'hui. Une responsabilité civile, sans aucun doute. Il commet une faute, il a fait son travail. Je pense que les assureurs vont être ravis demain. Les assurances de responsabilité civile professionnelle risquent d'exploser pour ceux qui se mettent à utiliser ChatGPT à mauvais escient. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une responsabilité déontologique qui est assez forte. On a un devoir de probité des avocats qui leur impose d'être les meilleurs, de faire. Oui. Je suis mal garé. Oh oui. Vous pouvez me dire vos trucs? Alors, non, je pense que c'est pas moi qui vais vous biper, mais on va vous guider. Donc, responsabilité déontologique. Exactement, responsabilité déontologique. Et les risques, à mon avis, sont quand même assez lourds. Je doute fortement que, en tout cas pour le barreau que je connais qui est le barreau de Paris, mais les autres barreaux, laissent passer ce genre de choses. À mon sens, on va faire quelques exemples sur ceux qui dérapent, histoire que les choses soient claires. La probité, c'est connaître cette dernière jurisprudence, c'est ne pas citer 12 jurisprudences qui sont complètement aberrantes, c'est ne pas se laisser faire par une IA qui nous dit qu'une indivision c'est possible et on ne peut pas le faire. Et donc, là, moi j'invite à un devoir de vigilance extrêmement renforcé. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On pourrait demander comment se prévenir vis-à-vis des clients. On pourrait éventuellement les informer de l'utilisation des IA. Alors, on pourrait le mettre dans une convention d'honoraires. L'intérêt, ce serait peut-être pour le client de réduire le montant des honoraires, puisqu'on va lui montrer qu'on va passer moins de temps.
Est-ce que ça va décharger l'avocat de ses responsabilités? Non. La réponse est claire, ce ne sera pas une clause d'exclusion de responsabilité. Est-ce que ce sera pris en compte lors du jugement? Peut-être, je ne peux pas être prophète. En tout cas, on aura dit les choses de manière assez claire. Et je pense qu'on a un devoir d'information, en tout cas vis-à-vis des clients, lorsqu'on utilise ces IA, ne serait-ce pour que le client puisse me dire voilà, je ne veux pas que vous utilisiez ce type d'IA, notamment eu égard au risque encouru. Donc peut-être un devoir d'information renforcé vis-à-vis des clients face à ces IA. En tout cas, c'était mon opinion il y a 1 an, je la maintiens. Je pense qu'il vaut mieux être le plus clair possible plutôt que de le faire en sous-main. Voilà, j'ai lancé des pistes. Le débat est lancé. À présent, ce sera Pierre Xavier qui va évoquer le sujet de la déontologie face aux défis de l'intelligence artificielle. Oui, merci. Je vais relancer le débat, en fait, finalement, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, peut-être sous l'angle vraiment pratico-pratique de la profession d'avocat, puisque certes, on a beaucoup d'obligations, certes, on est très diligent, mais les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. En pratique, en effet, dès lors... Alors, moi, j'aime utiliser l'expression plus générale, même de solution d'intelligence artificielle, parce qu'en effet, on l'a très bien expliqué, l'intelligence artificielle, c'est certainement pas de l'intelligence, et très souvent, c'est très artificiel. Donc ça fait quand même un cumul de problématiques quand on commence à toucher à la question de la consultation juridique, qui pose quand même des enjeux, puisque derrière, il y a les intérêts et la défense des droits et des obligations et des devoirs des citoyens. Par conséquent, il y a une certaine appréhension de la part des avocats des outils numériques. On se dit toujours c'est dangereux, c'est technique, ça doit être illégal, soyons prudents, ne faisons rien. Alors qu'en réalité, avec 4 questions, on arrive assez simplement à résoudre les difficultés. Ces 4 questions, c'est finalement quel est le service d'intelligence artificielle qu'on a envie d'utiliser, qu'est-ce qu'il propose comme contenu ou comme valeur ajoutée, quelle utilisation vous voulez en faire. Je parle à nouveau au sens de la profession d'avocat au sens général et pas uniquement de la question de la consultation juridique pure. Et enfin, existe-t-il des incompatibilités à utiliser telle ou telle solution dans le cadre de mon activité? En réalité, dès qu'on parle à nouveau de solutions d'intelligence artificielle, vous avez une variété absolument phénoménale d'utilisations qui peuvent être faites d'outils technologiques qui sont destinés à proposer ou à argumenter ou générer une réponse statistique. Ça peut toucher de la digitalisation de processus métiers, ça peut toucher des moteurs de recherche analytiques, ça peut toucher la veille juridique, et vous voyez que ChatGPT finalement est exactement à la jonction entre différents éléments. L'aide des démarches en ligne et le data mining, on est également un petit peu dans ces éléments-là, et comme ça a été brillamment rappelé, dans l'intelligence artificielle, vous avez des intelligences artificielles spécifiques, sélectives sur certaines choses, et d'autres qui ont justement vocation à être plutôt transverses, ou en tout cas faire un travail de synthèse. Et le rêve, à terme, ce serait d'avoir une sorte d'intelligence artificielle générale qui organise l'ensemble de ces différents process et l'ensemble de ces différentes spécificités. Et là, on commence à s'approcher d'un cerveau humain. L'exemple que je donne souvent, c'est une calculatrice est bien meilleure que vous pour vous donner la 10 millionième décimale de pi. Par contre, elle ne comprend toujours pas que 3838 à l'envers, ça fait bébé. C'est faux, mais c'est vrai. Donc... dès lors qu'on appréhende de façon en fait plus méthodique et simple cette grande notion de quels sont finalement ces outils technologiques que peuvent représenter l'intelligence artificielle et comment est-ce que c'est utilisé, bah c'est facile. Est-ce que la société se digitalise et se numérise? La réponse est oui. Est-ce que le monde juridique se digitalise? La réponse est oui. Est-ce que l'avocat évoluant dans une société et dans un monde juridique doit se digitaliser? La réponse est bien évidemment oui. Quelles que soient finalement les activités de la profession d'avocat, puisque finalement un avocat c'est à la fois un avocat qui va proposer une consultation juridique, c'est-à-dire une activité de conseil, soit une activité de contentieux dans la représentation des intérêts de ses clients dans le cadre de litiges, ou soit, on l'a vu se développer à partir des années 2010 justement à travers les legaltech et les activités connexes accessoires des avocats, la proposition de services plus développés, notamment sous forme commerciale. À travers l'activité même ou la gestion d'un cabinet d'avocats, il faut le traitement des dossiers qui peut être facilité par l'intelligence artificielle, vous avez les bases documentaires, vous avez la question du recrutement, la question de la formation, vous avez des intelligences. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent ChatGPT en droit du travail en disant est-ce que vous pouvez me faire un petit courrier de mise en demeure, un petit courrier d'entretien préalable juste pour les formes et après on l'agrémente. Ou pareil, des outils, quelles sont les grandes caractéristiques que je dois mettre dans une offre d'emploi ou dans une lettre de mission. Et enfin, évidemment, pour répondre à ces différentes questions, vous avez des offres qui sont issues soit du service public, qui sont toujours un petit peu à la traîne en matière de développement technologique, mais ils existent malgré tout. Vous avez évidemment les acteurs ordinaux qui essaient de se mobiliser là-dessus, puisque ce sont les premiers à être au courant et à pouvoir identifier quels sont les réels besoins
de la profession. Et évidemment, vous avez les acteurs privés qu'on peut simplifier autour de la notion d'EgalTech. En pratique, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez déjà énormément de solutions que volontairement j'intègre à la notion d'intelligence artificielle et qui sont proposées dans l'environnement et dans le cadre de la profession d'avocat. Soit des acteurs historiques comme les éditeurs juridiques, soit des solutions... qu'est-ce que c'est qu'un antivirus? C'est quand même de l'intelligence artificielle à un moment donné qui va scanner et utiliser la data de vos ordinateurs pour vérifier que vos systèmes d'information sont stables. D'une certaine façon, je pense qu'on reste quand même dans cette notion d'intelligence artificielle, même si on s'écarte. Et ChatGPT, je l'ai quand même mis dans un coin, et juste la dernière étape et un dernier process d'outils technologiques modernes, compilés, qui apportent une valeur ajoutée, notamment de tri, de veille juridique, etc. D'un point de vue déontologique, finalement, on est des citoyens de droit, alors on a quelques règles supplémentaires, mais bon, on l'a dit suffisamment en formation, 90% des règles qui s'appliquent aux avocats, c'est des règles de droit commun, c'est le droit de la consommation, c'est les dispositions du code pénal qui s'appliquent aux avocats, évidemment le code civil, etc. etc. Et donc, ce qui est sympa aussi avec le cadre déontologique, c'est que c'est tellement vague, notamment sur les principes essentiels, qu'on peut utiliser les mêmes. Donc moi, je n'ai pas utilisé les mêmes que celui de mon collègue, mais en effet, dans les principes essentiels, vous avez les questions, notamment des obligations vis-à-vis des clients, de compétences, de diligence et de prudence. Et si on arrive à ChatGPT et qu'en effet, dès lors que quelqu'un va utiliser une solution de ChatGPT, ChatGPT n'est pas compétent. C'est de l'analyse statistique du mot suivant le plus probable. C'est la question de la diligence. Alors, c'est pas parce que vous avez cliqué sur un bouton, je veux dire, c'est comme si vous donnez une consultation juridique qui est basée sur une page Wikipédia. Si je simplifie à mort, ça revient à ça. Et évidemment, la question de prudence, si ChatGPT vous dit oui à une question juridique technique, est-ce que c'est vrai? L'histoire montre que non. Et quand bien même ils auraient raison, il y aurait toujours plein d'avocats pour dire non, il y a débat. Et c'est tout le cœur aussi, c'est tout le cœur de la valeur juridique. J'ai aussi cité l'article 1.5 du RDI précisément sur la notion de prudence, puisqu'il est rappelé qu'en effet, l'avocat ne peut pas conseiller une solution qu'il n'est pas en mesure d'apprécier. Or, quand vous cliquez sur une question, quand vous demandez à une intelligence artificielle de proposer une réponse technique sur laquelle vous n'êtes pas capable d'effectuer un travail de contrôle, eh bien, vous vous exposez en fait à quelque chose d'extrêmement dangereux. Et on pourrait citer évidemment d'autres... alors c'est là où le débat se réouvre, à savoir est-ce qu'un jour on n'aurait pas un problème d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt entre la solution proposée par une intelligence artificielle et le traitement de vos dossiers en fonction de la data sur laquelle elle s'est basée pour proposer ces solutions. Il y a un réel enjeu. Le secret professionnel, est-ce que vous mettez à disposition d'un outil d'intelligence artificielle les propres données, votre propre valeur ajoutée de cabinet qui est protégée par le secret professionnel? Beau débat. Et évidemment, c'est la pratique et la casuistique et les solutions, non pas de sanctions, mais d'accompagnement des ordres, que ce soit le Conseil national de barreau ou chaque ordre régional, qui pourra le proposer. En synthèse, à mon sens, à quoi servent finalement ces outils d'intelligence artificielle d'un point de vue avocat et d'un point de vue pratique? Évidemment, je vous l'ai dit, l'avocat doit aujourd'hui utiliser et s'implanter évidemment dans ce champ qui recouvre tous les outils numériques. Évidemment, il y a une obligation de s'informer et de s'approprier ces outils, de comprendre comment ça fonctionne, comprendre que c'est un outil statistique et non pas juste se dire « Ah, ça doit être de l'intelligence artificielle parce que c'est dans le mot ». Toujours rappeler, ça a été évoqué, alors on n'a pas un monopole sur le droit, on a un monopole sur le conseil juridique et encore les notaires et d'autres professions ont tout à fait la capacité de le faire. Mais la production d'actes juridiques, par exemple, ne dépend pas exclusivement de nous et peut être proposée par n'importe quelle autre entité, notamment les légataires. Mais nous gardons toujours le contrôle professionnel de ce que nous faisons. Et justement, face à une solution d'IA, il y a quelques obligations, quelques garanties à proposer. D'abord, la garantie des sources d'information. Et c'est l'énorme problème de ChatGPT. ChatGPT ne vous dit pas qu'est-ce qu'il a lu. Et alors, je sais que statistiquement, il y a une théorie comme quoi on avait fait jouer Kasparov contre 1 million de personnes qui s'étaient réunies et on avait constaté qu'ensemble, ils finissaient statistiquement par être à peu près bons. Peut-être pas meilleur que Kasparov, mais la masse faisait du chiffre. Malheureusement, sur Internet, la qualité des informations est quand même pas géniale. Et donc la qualité moyenne des informations proposées qui est utilisée par ChatGPT est donc pas géniale. Vaste débat. Deuxièmement, il y a une garantie du raisonnement juridique qui est proposée. Vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT à la fin vous dit « oui, coupable », non, pas coupable. Ça rappelle les très belles heures des facs de droit, où vous avez 0 à votre cas pratique parce que vous avez juste dit alors il est responsable ou pas? Oui. Non mais ça on s'en moque en fait. Vous avez 15 points sur 20 sur votre raisonnement et quel est le sens et pourquoi vous avez abouti à ça et comment vous avez
convaincu que ce raisonnement-là est juridique et pertinent. C'est exactement la même chose qu'il faut faire avec les solutions d'intelligence artificielle. Et évidemment, après, une fois qu'on a dit tout ça, et une fois qu'on connaît et qu'on l'utilise, mais évidemment qu'il faut l'utiliser. Ça fait gagner un temps absolument considérable en termes d'information, en termes de sensibilisation. Et à nouveau, je le dis à la fin, vous avez d'autres utilisations qui n'est pas exclusivement sur le conseil juridique, mais qui sont extrêmement utiles, que ce soit sur le marketing et la communication, que ce soit sur la gestion de projet, que ce soit sur le recrutement et la gestion client. Et c'est ça aussi les éléments qui composent l'activité et la profession d'avocat. N'ayons pas peur, comprenons ce que c'est. Et alors après, c'est comment est-ce qu'on présente et comment est-ce qu'on utilise justement ces solutions. Mais ça, je laisse la parole à la brillante Françoise. Nathalie qui va intervenir sur la régulation des chatbots conversationnels dans leur interaction avec les particuliers. Je crois que tu n'as pas de slide. Non, j'ai pas de slide parce qu'on m'a quand même présenté mon intervention avec un titre que j'ai eu du mal d'abord à comprendre, réguler la commercialisation des IA génératives en B2C. C'est surtout sous l'angle déontologique. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre et on n'a rien pu cacher. J'ai fait mon intervention pendant que je siégeais au Conseil national des barreaux, où je devrais d'ailleurs être, parce que c'est l'Assemblée générale. Je vais essayer de vous donner un peu la vision côté instance et côté ordre, côté gouvernance. Parce que, en fait, on s'aperçoit que des endroits ici où on arrive à rêver et où on arrive à se projeter dans l'avenir, je vous assure qu'on prend un coup de massue quand ensuite on se retrouve dans des instances de gouvernance où là, l'ambiance est plutôt au repli sur soi et non pas à l'élévation et à la science-fiction, si tant est qu'on puisse dire que c'est de la science-fiction, parce que en réalité, on est déjà dans la situation et depuis déjà un bout de temps. Donc, lorsque j'ai, par exemple, il y a quelques mois, dit en réunion du bureau du CNB, et dit donc, quand est-ce qu'on va s'intéresser à ChatGPT, on va dire, oh, ça sert à rien, ça remplacera jamais les humains. Bon, d'accord. Donc, vous voyez, c'est vous dire que c'est bien qu'on se pose des questions ici, et c'est bien que à chaque fois que vous rencontrez des gens qui sont confrontés aux ordres et à la gouvernance, qui sont donc qui définissent les règles de notre profession tout de même. Hein, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont l'avenir de notre profession entre les mains, parce que le gouvernement ne fera jamais de révolution de la profession. Il attendra toujours que ça vienne de l'intérieur, mais de l'intérieur, il faut quand même savoir que ça ne se produira jamais. On le voit par exemple, vous avez dû en entendre parler, ce qui s'est passé sur les activités connexes, commerciales dérogatoires pour les avocats, en dépit de l'opposition farouche des élus de l'ACE dont je suis. Malheureusement, nous n'avons pas pu empêcher cette convergence de confrères qui voient les avocats qui se lancent dans des activités commerciales comme mettant en péril la profession. Alors même que c'est notre devoir que d'aller et de nous emparer de tous les marchés du droit, quels qu'ils soient. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important que vous posiez la question et je vais quand même essayer de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, on voit je veux dire, ces problèmes, les problèmes que vous avez énoncés tous les uns les autres, vous avez beaucoup vous avez évoqué des pistes très intéressantes. Vous devez comprendre que nous, côté ordinal, on les voit au moment où ça passe en disciplinaire. Par exemple, lorsqu'un avocat, typiquement l'avocat américain qui a énoncé, qui a cité dans son mémoire, dans ses conclusions, je ne sais pas, l'équivalent de ses conclusions, des décisions de justice qui n'existaient pas, engage sa responsabilité à l'évidence, puisque nous avons, on vous l'a dit, article 1.3 du RIN, un devoir de prudence, un devoir de compétence. Et la compétence, ça consiste à vérifier les décisions de justice qui sont citées par un contradicteur. Mais je vous rassure, les confrères n'ont pas attendu que ChatGPT arrive pour inventer des décisions de justice. Hein. Moi, j'en ai vu très régulièrement des décisions qui n'existent pas. Ou alors on vous dit, la jurisprudence énonce que, et on vous sort une décision, vous prenez la décision, ça veut dire exactement le contraire. Bon, donc, le devoir de compétence de l'avocat consiste précisément à demander communication des décisions qui sont citées par un confrère dans ses conclusions, IA ou pas. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on s'aperçoit que la déontologie, en l'état actuel des choses,
c'est un droit mou qui est remarquablement évolutif. Je veux dire, à la rigueur, on pourrait tout à fait aujourd'hui se contenter de notre déontologie, enfin de la vingtaine d'articles du règlement intérieur, pour arriver à dénouer les sujets que pose l'IA générative. De la même manière qu'en réalité, notre code civil est étonnamment moderne pour arriver à gérer tous les problèmes de responsabilité que va poser l'utilisation de l'IA générative. Alors donc, ça c'est mon premier point, c'est ma première observation, c'est de vous dire que la déontologie, n'oubliez pas qu'elle n'est pas là pour protéger les avocats, elle est là pour protéger nos clients. Ça c'est vraiment important que vous le compreniez, et à cet égard, c'est assez proche du code de la consommation. Donc, alors moi c'est marrant parce que vous avez, France Vasseur, vous avez donné une définition de l'IA générative par le Larousse. Moi je l'avais tapé sur ChatGPT. Bon, c'est une définition qui n'est pas éloignée de la vôtre, mais qui est quand même plus, elle est plus simple. Je veux dire, on voit bien, on voit bien ce que veut faire ChatGPT, et on voit le biais. On voit ce qui pose évidemment les paramétrages, la question des paramétrages des données algorithmiques. Donc, quand je vous disais que ce n'est pas de la science-fiction et que ce n'est pas trop tard, d'abord, moi je me pose des questions. Aujourd'hui, on forme nos jeunes au métier d'hier. On ne les forme pas au métier de demain. C'est quand même extraordinaire. En fac de droit, je sais que vous êtes professeur en fac de droit, je crois que les profs de droit ne parlent même pas des Légatech. Bon, on va demander, alors peut-être pas lui, mais alors moi par exemple, on m'a demandé il y a 3 ans de faire une intervention auprès d'un master de M2 de droit social à Assas. Il n'avait jamais entendu parler des Légatech, alors même qu'en droit du travail, on a énormément d'outils et de Légatech qui se sont positionnés. Donc ça, c'est le premier enjeu auquel la profession doit faire face. D'abord, c'est former nos jeunes, mais pas seulement, former aussi dans le cadre de la formation continue obligatoire. Vous savez que nous avons une obligation de nous former en permanence, et la régulation, ça passe par la formation des professionnels du droit. Deuxième observation, les avocats utilisent depuis très longtemps Internet. Alors on l'utilise à l'arrache. Tu as cité Wikipédia, mais bon, on va sur Internet, on trouve déjà tout. Hein. Ça fait belle lurette que je ne facture pas des contrats de travail à des clients, mais néanmoins on ne peut pas écarter, on ne peut pas nier le gain extraordinaire de temps pour les avocats dans l'utilisation de tous ces outils. Et les clients, le pire c'est que les clients eux-mêmes utilisent ces outils. Il y a 30 ans, alors moi je peux parler de ce que je connais, vous êtes beaucoup trop jeune, vous, mais il y a 30 ans, l'avocat c'était un sachant. Moi on m'apprenait à l'école d'avocat, on me disait qu'il y avait des confrères qui faisaient exprès de mettre leur fauteuil très haut et le fauteuil des clients très bas, histoire de se positionner dans une position de supériorité. Mais c'est fini ça, c'est bien fini. Les clients ils viennent vous voir, à me mettre, mais moi j'ai déjà vu que en fait, et ils vous sortent tous les éléments juridiques que nous on aurait évidemment donnés. Donc si vous voulez, l'avocat n'est plus un sachant. Et là où l'avocat va se distinguer, c'est dans la réflexion, c'est dans la stratégie, c'est dans la négociation et c'est dans la consultation et la finesse de la consultation. Exemple, je ne suis pas fiscaliste, mais j'en parlais avec une amie qui est fiscaliste. Et elle me dit, tu sais, moi, quand je reçois un client qui m'expose une situation patrimoniale avec des enjeux fiscaux, il va me donner des informations qui sont absolument dangereuses pour lui si jamais je les énonce dans une consultation. Je ne vais pas l'écrire dans la consultation, je ne vais pas l'écrire dans le courrier que je vais adresser à l'administration fiscale, mais j'aurai intégré les informations qu'il m'a données et j'aurai veillé à ce que ces informations qu'il me donne puissent permettre une orientation en sa faveur vis-à-vis de l'administration fiscale. Mais ça, l'IA générative en est incapable, parce que vous avez posé des questions, j'ai bien vu, mais vous avez donné des informations qui vont permettre à l'IA, sinon c'est pas possible, elle ne peut pas donner de réponse. Et donc là, on a typiquement l'exemple frappant de ce que l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain. Et c'est ça qui fait très peur en fait, que ce soit les avocats, mais pas seulement, il n'y a pas de magistrats ici, mais je peux vous dire que les magistrats ont exactement les mêmes angoisses, se disent que une IA peut tout à fait remplir cet office de juger. Donc c'est aujourd'hui, c'est déjà là, donc on a l'obligation de nous adapter et donc refuser l'innovation et interdire les outils, ça revient en fait
à faire disparaître les avocats, parce que l'IA, comme le dit la formule, l'IA ne remplacera jamais l'humain, mais les avocats qui utilisent l'IA remplaceront les avocats qui n'utilisent pas l'IA. C'est ça le truc. Et donc, on doit réfléchir à la méthode, comment anticiper les besoins, comment amener les avocats à cette utilisation. Ce qui pose de toutes les questions liées à la responsabilité, vous l'avez évoqué. Il est bien évident qu'un avocat qui va utiliser une IA va engager sa responsabilité lorsqu'il délivre une consultation qu'il a faite en utilisant des outils d'IA générative. Mais il y a un devoir que vous n'avez pas cité tous dans vos présentations, c'est celui de la loyauté. La loyauté. La question se pose, moi avocat, je vais utiliser une IA pour rédiger une consultation. Alors certes, je prends tous les risques. Je n'ai pas vérifié les sources, est-ce que j'ai respecté les droits d'auteur, est-ce que j'ai respecté les dispositions du RGPD, etc., etc. Le problème du secret, le problème de la responsabilité, on ne va pas y revenir, vous l'avez bien compris, c'est intuitif. Mais est-ce que je dois dire au client? Est-ce que je dois avoir l'honnêteté de le dire au client? Et là, moi, je pense que l'avocat, en tout cas, si on arrivait en disciplinaire ou en déonto devant le Conseil de l'ordre, la question se poserait. La question se poserait de dire aux confrères, vous auriez dû dire à votre client que vous utilisiez une IA générative, si tant est que, par exemple, on ait donné une information qui n'était pas juste. Donc voilà, les enjeux, c'est qui doit créer les règles? Les avocats, la profession, le CNB, parce que c'est le CNB qui fait la norme. Moi, je suis fermement convaincu que, c'est ma vision des choses et malheureusement beaucoup ne la partagent pas, nous sommes une profession libérale, nous sommes une profession indépendante, et moi je refuse qu'on me tienne la main. Personnellement, j'ai assez rendu de compte toute ma vie, et quand on était à l'école, j'ai pas envie de rendre des comptes aujourd'hui. En revanche, je dois m'astreindre à respecter ces principes essentiels, cette déontologie qui est mon marqueur, qui est mon ADN, et dont je considère qu'elle est même un outil, un atout concurrentiel vis-à-vis de tous ces non-professionnels du droit qui font de la rédaction juridique, qui font de la consultation juridique, etc. Voilà. Donc ce sont ces observations que je voulais vous donner sur ce sujet passionnant, et merci de continuer à réfléchir à ces sujets. Donc dans cette table ronde, on change d'angle. Là, on va vraiment mettre les pieds dans une réalité, parce qu'on n'est vraiment pas dans la science-fiction. Concernant l'ADEN que Thomas a brièvement présenté, l'ADEN, c'est effectivement la première association de nouveaux acteurs qui sont les délégués à l'éthique du numérique. J'en vois ici. C'est un poste qui n'existe pas réellement, c'est une fonction qui s'ouvre dans certaines DG. Comment? Toi, t'en as un, oui, mais bon, toi, t'es fondateur, donc j'espère bien. Et donc, c'est une vision qu'ont eu 4 acteurs, à qui je rends quand même un hommage. Donc, Thomas Yasser Arfin, le cabinet Governance Law, IDF Rights et évidemment l'EDEC Augmented Law Institute. Je vais commencer sans plus attendre parce que je crois qu'on est très pressé par le temps. Du coup, on bascule sur Louis. Louis, je vais te laisser te présenter. Et on rentre dans le concret puisque tu as quelque chose à nous présenter, me semble-t-il. Louis, on ne le présente plus, c'est le fondateur de Predictis, un outil indispensable aujourd'hui. Tu as pris un virage courageux et essentiel dernièrement que je vais te laisser présenter. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà levé avec cette sensation que le soleil brillait un peu différemment et qu'on était à l'aube de vraiment quelque chose de nouveau, d'un changement de paradigme que probablement on ne mesurait pas tous encore. C'est ce qui nous est arrivé dans l'équipe R&D de Predictis en novembre 2022. L'équipe tech de Predictis, elle est assez velue, je reprends son terme, c'est fait avec beaucoup d'amitié. C'est une équipe qui a traversé pas mal de choses dans le monde de la Legal Tech. On a créé le premier outil d'analyse statistique des décisions de justice, on a créé un moteur de recherche, on a fait un outil d'analyse des documents. Et quand on a vu arriver ChatGPT, notamment ChatGPT 4, on a senti qu'on faisait un bond en avant, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire même avec les millions d'euros qu'on avait nous investis dans la plateforme. On le sait, on l'a tous testé, quand on est un professionnel du droit, ChatGPT c'est assez fascinant, mais c'est décevant dans un usage professionnel, notamment parce que les réponses qui sont apportées peuvent présenter des erreurs, sont faites sur une base qui commence à être assez ancienne, 2021,
et surtout on ne peut pas vérifier les sources qui sont dedans. Donc nous on a pris le parti d'essayer de contourner ça. On a noué un partenariat, un contrat avec OpenAI qui nous permet de conserver la confidentialité, c'est un des thèmes qui nous agite aujourd'hui, des données qui transitent par la plateforme. Et ça a donné naissance à Assistant. Je suis ravi de vous dévoiler aujourd'hui en version bêta. Assistant, c'est une super IA générative, mais construite pour les professionnels du droit, puisque l'idée c'est qu'elle puisse citer toutes les sources sur lesquelles elle s'appuie. Donc on peut très simplement lui poser n'importe quel type de question, en langage clair, rédige-moi un mémo, rédige-moi un contrat, que dit la jurisprudence sur quel sujet, on peut vraiment lui poser littéralement quasiment toutes les questions. Et ce qu'Assistant va faire, si jamais ma connexion internet fonctionne, c'est qu'il va aller piocher dans les différentes bases qui sont dans Predictis, donc toute la jurisprudence, les analyses statistiques, les 300 sources d'actualité et même ces documents internes. Il va aller piocher à travers le moteur de recherche dans les différentes bases de données pour essayer de formuler une réponse. La particularité de l'outil, comme je le disais, c'est qu'il va vous résumer des sources qui sont préexistantes et sur lesquelles, en tant que juriste, on va pouvoir exercer une vérification. Ici, très simplement, en se baladant avec sa souris, on peut aller vérifier en cliquant sur les sources quelle est leur fraîcheur, est-ce qu'on les considère comme fiables ou non. Aujourd'hui, on répond à environ 4 millions de questions juridiques avec la vitesse qu'on voit ici. Donc le document il est structuré, il est sourcé, et on peut évidemment ensuite copier la réponse, la régénérer, etc. Ce que j'aime beaucoup dans Assistant, c'est qu'il se comporte un peu comme un sparring partner. Il vous suggère des questions ensuite pour pouvoir poursuivre la réflexion et ainsi aboutir au résultat qu'on souhaite. Aujourd'hui, c'est en cours de déploiement dans une vingtaine de structures. Les gains de productivité estimés sont de l'ordre de 14%. Donc ça veut dire que quand on facturait 1 million d'euros, on peut facturer 1 140 000 avec la même équipe. Moi, je pense qu'on peut même aller encore un peu au-delà, notamment en travaillant sur les documents internes, et pour un coût qui est dérisoire. C'est des solutions qui valent quelques euros par jour. On parle de... là aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous disiez sur la fracture numérique. Elle ne vient pas du tout de problème d'argent. Predictis, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Les JGPT, qui est un super produit, c'est gratuit. On parle vraiment aussi d'une accélération de l'adoption grâce à ça. La question qui reste en suspens, évidemment, c'est celle du respect de l'adéquation avec les règles des professionnels du droit. Et là-dessus, nous, la démarche qu'on a adoptée, c'est en l'absence de règles claires pour le moment sur le sujet, c'est d'abord une démarche de compatibilité avec notre charte interne. On avait travaillé en 2018 avec un comité éthique à l'élaboration de règles. Elles sont en ligne, ça a pris la forme d'une charte à laquelle on s'est engagé à une forme de respect. Et là où on a un problème, c'est qu'il y a certaines des règles que nous on avait pensées comme bonnes à l'époque qui aujourd'hui nous posent question. Un des problèmes par exemple qu'on a, c'est celui de la non-altération de la base de données. Comme on fournit un moteur de recherche de jurisprudence, évidemment rien de plus facile que d'enlever une décision de justice ou même plusieurs décisions de justice pour modifier la réalité, modifier les analyses statistiques. Donc ça, on s'est engagé à ne pas le faire, à ne jamais altérer l'information. Or, là, avec la réponse, c'est visiblement une altération, dans le sens où c'est une modification de la base de données. Si vous lui dites « résume-moi les 3 dernières décisions de justice sur le sujet, je ne sais pas, du licenciement sans cause réelle et sérieuse », il va créer une forme d'altération dans le sens où il ne va pas présenter un document qui est brut par rapport au document qu'on avait à l'intérieur. Voilà, un exemple parmi beaucoup pour montrer que je pense qu'il y a aujourd'hui besoin d'un nouveau cadre, peut-être pas normatif, mais en tout cas un nouveau cadre de règles auxquelles on pourrait souscrire ensemble en tant qu'acteur pour encadrer le développement de ce genre de produit. Je présente sans plus attendre une star aujourd'hui, une autre star qui a développé l'EDGI, je ne vais pas dire l'Égypte, l'EDGI GPT, qui est Steve Morin. Je te laisse en parler et nous raconter aussi comment tu as intégré ces soucis d'éthique et de privacy dès la conception de ton outil. Merci, une star, quand même. Bonsoir. À la base, c'est une expérimentation, hein. C'est pas quelque chose de très sérieux dans la fondation. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe quand on met des données qui sont quand même très adaptées au LLM
quand on leur fait un peu cruncher ça, qu'est-ce qui se passe? Les données, enfin les textes de loi, les textes juridiques, etc. sont quand même très très adaptés de par leur forme, et donc c'est parti de là. Et puis quand j'ai fait les premières questions à l'arrache, je me suis dit merde, ça répond bien quand même. Il faudrait faire quelque chose. Alors j'avais une idée en fait. Évidemment, ça reste un chatbot, mais pour moi, ça devait être gratuit. Alors, c'est gratuit pour l'utilisateur, pas pour moi. Hein. Mais dans mon esprit, en fait, c'était de dire comment on fait, parce que, voilà, j'ai vu des gens devenir assez violents en bas dans ma rue, pendant les manifs, et je me suis dit, mais comment on fait pour simplement poser la question, dire, on va enlever on va dire le fantasme politique pour, contre, etc. Et on va poser la question à la donnée concrète qui est la loi. Qu'est-ce que dit la loi et qu'est-ce que moi je fais de ça? Je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est un autre sujet, mais au moins je me base pas sur un discours prémâché avec des intérêts qui sont pas les miens. Là, je pose ma question de ma situation personnelle et l'outil, il va cruncher, il va me sortir une réponse par rapport à ma question. Et donc c'est parti comme ça, c'est fait quand même relativement à l'arrache. Bon, pas trop, mais un peu quand même, Et ça a bien marché, donc je suis très content. Je pense que le truc dont je suis le plus fier, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire que ça les avait décoincés. Donc des gens aidés déjà par des avocats. Hein. Ça les avait décoincés, j'ai trouvé ça... Enfin, je pense que c'est pas énorme, hein. C'est peut-être une dizaine de personnes, en tout cas, qui sont venus me voir. Après, j'en découvre tous les jours, mais en tout cas, qui sont venus me parler de ça. Et puis, ce qui était très cool, c'est l'enthousiasme. Globalement, tout le milieu juridique, enfin les avocats, ont tous adoré, Je pensais qu'il y aurait un pushback, mais non, pas du tout, au contraire. Ils étaient hyper enthousiastes du truc, et c'est très cool de voir que les gens prennent l'outil pour ce qu'il est, et pas pour une sorte de fantasme qu'on aimerait lui donner, d'avocat virtuel. Donc voilà. Je donne maintenant la parole à Maître Pascal Alix qui va nous parler finalement de la régulation de l'IA. Je vais essayer d'être rapide, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Bon, déjà je me présente, je suis Pascal Alix, avocat au barreau de Paris. Je suis par ailleurs DPE externe d'un certain nombre d'organismes. Je connais 2-3 personnes, dont le fondateur de Platis, avec lesquels j'ai eu des échanges, fructueux et bienveillants. Et je suis par ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis ici, pas uniquement avocat, mais chercheur à Paris Panthéon-Sorbonne, et je suis en train de préparer un doctorat en droit sur les IA génératives. J'ai resserré mon sujet sur les IA. Alors les IA, moi je préfère les systèmes algorithmiques génératifs, pour des raisons de qualification juridique plus précises, et les droits humains. Voilà, je vais parler un peu du sujet de la régulation. Alors juste, pourquoi réguler? Pourquoi? Il y a toujours le pourquoi de la régulation. Est-ce qu'on doit vraiment réguler? Comme on le sait tous, on a tous lu dans notre jeune temps Carbonnier, le vide juridique n'existe pas. C'est-à-dire qu'on soumet des technologies, des usages qui sont tout à fait nouveaux à un juge. Il a l'obligation en France de statuer, quelle que soit la technologie qu'on lui soumet, quelle que soit la nouveauté, quelle que soit... Donc voilà, est-ce qu'on doit vraiment réguler? La question s'est quand même posée depuis un certain temps sur l'intelligence artificielle qui existe depuis la conférence de Davos, donc depuis 1956 quand même, c'est quand même très ancien, c'est pas quelque chose de nouveau, on nous présente ça comme quelque chose d'extrêmement nouveau, mais en fait c'est très très vieux. La différence c'est qu'avant c'était de l'IA symbolique, avec des arbres de décision, des systèmes experts, des choses qu'on pouvait maîtriser, qui étaient explicables. Et maintenant ce qui pose un peu problème, c'est que l'IA, ça s'appuie effectivement sur des réseaux de neurones, sur du calcul statistique, sur des choses qui produisent un effet qui est un effet black box, avec un black box, donc un problème d'opacité, et qui pose un certain nombre de problèmes. Donc, ça, c'est la première chose. Les organismes internationaux qui ont réfléchi, qui ont analysé les effets. Alors là, maintenant, je vais parler plutôt que des effets de personne à personne, d'avocat à client, par exemple. Je vais parler plutôt des effets collectifs. Parce qu'il faut quand même envisager, on est tous acteurs de l'état de droit, quand même, nous, avocats. On n'est pas simplement des prestataires de services à des clients. Donc il faut quand même un peu s'inscrire dans la collectivité, dans la communauté
dans l'État, dans toutes les collectivités dans lesquelles on intervient. Donc il y a quand même une question quand même sur l'IA, particulièrement les IA génératives. C'est est-ce que ça ne va pas produire des effets négatifs sur, je risque d'être un peu long, je suis désolé, je vais essayer de raccourcir un peu, des effets négatifs sur l'autodétermination. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver face à des situations de dépendance? On voit que c'est merveilleux. Alors je vais être un peu rapide, mais je le dis quand même. L'IA générative, notamment les agents conversationnels qu'on utilise tous maintenant, surtout depuis novembre 2022 avec la ChatGPT, c'est quelque chose de fabuleux et c'est quelque chose d'imparfait, on l'a vu. Alors, c'est fabuleux et imparfait. Moi, je suis passé par les trois phases, hein, fascination, déception, et maintenant, professionnalisation, concrètement. Il faut apprendre à utiliser ces outils-là en peaufinant des prompts, en contextualisant, en disant ce qu'on veut comme format, l'identité, le contexte, etc. Donc, on peut utiliser ça. Et alors, moi, j'ai certaines réserves par rapport au fait de « oh, c'est dangereux, il faut informer tout de suite, etc. » Alors, bon, il y a un membre du CNB ici, mais je dis ce que je pense. Hein. C'est concrètement, je pense que l'information qu'on doit faire ou pas, je ne sais pas, des débats qui sont ouverts, aux clients, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si on l'utilise pour produire tel quel un texte, un output qui est généré par une machine, alors là, évidemment, il faut informer le client. Mais je dirais même qu'il ne faut pas l'utiliser comme ça, de toute façon. Si, en B2C. Et le droit de la consommation, c'est obligatoire. Vous n'allez pas avoir le choix. Bah oui, en droit de la consommation, on n'a pas le choix. Moi, la question, c'était B2C, j'ai pas avec des professionnels. J'avais un cadre. Le droit de la consommation... Obligation de délivrer des informations sincères et loyales. Vous n'avez pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, c'est la transparence. Alors, vous l'utilisez comme outil. Et la loyauté en vient. Vous refondez totalement. Alors, moi j'ouvre le débat, hein, mais vous me... Oui. Moi, je... Voilà. D'accord. Bon, je ferme ce débat se ouvrira autrement. Donc, concrètement, il y a des difficultés qui peuvent se poser sur un état de dépendance, sur du nudging, sur un certain nombre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est fabuleux, mais qui peut poser d'autres problèmes. Alors, les principaux juridiques, je vais être très rapide parce qu'on l'a déjà dit, c'est évidemment la question de la transparence. Il y a un rapport du Conseil d'État qui pose comme principe fondateur que les décisions individuelles, alors là c'est surtout les administrations, c'est dans le code des relations, donc l'administration, les administrations ont déjà dans le droit français cette obligation-là à plusieurs niveaux de transparence. C'est quelque chose de... Et il y a la deuxième question, et ça qui est rappelé par toutes les autorités de régulation, c'est la question du contrôle humain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, en tout cas selon la CNIL, selon les défenseurs des droits et d'autres autorités, proposer, laisser un outil, alors là c'est l'outil d'aide à la décision, un agent conversationnel c'est pas vraiment un outil d'aide à la décision, mais qu'est-ce qu'un outil d'aide à la décision? Ça va être utilisé comme ça, on sait bien. Donc un grand principe c'est celui donc du contrôle humain. Alors bon, protection, je vais passer vite parce que ça on l'a dit 10 fois, évidemment il faut respecter le RGPD, l'informatique et liberté, ce qui aujourd'hui, franchement, moi j'ai fait des tests, c'est pas le cas, hein. On regarde la privacy policy de OpenAI, enfin de ChatGPT, c'est pas le cas, il y a des efforts à faire. La protection des droits de propriété intellectuelle, je passe vite dessus parce que c'est trop complexe, il y a l'exception de data mining, bon, c'est extrêmement complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, évidemment, il y a la question de l'éventuelle responsabilité de l'entreprise utilisatrice en cas de préjudice. Alors je vais développer un peu après. C'est un des points clés. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien de précis dans le droit français, mais il n'y a pas de juridique. Le juge saisi doit se prononcer avec les règles qu'on connaît de la responsabilité civile. Il y a un projet de directive sur la responsabilité en matière d'IA, mais qui va entrer en vigueur et en application, alors là, dans 2, 3, 4 ans, parce que les organismes qui sont en train de... les entités qui sont en train de le négocier, on considère qu'il fallait d'abord négocier et adopter le règlement sur l'IA,
compte tenu des interactions entre les deux. Il pose un certain nombre de principes en l'état du texte, en l'état de la proposition. Et il y a un principe qui est assez intéressant, c'est l'obligation des fournisseurs de fournir des moyens efficaces d'identifier les personnes potentiellement, les personnes juridiques, potentiellement responsables. Imaginez la complexité. C'est-à-dire que vous utilisez un modèle de langage préentraîné qui est réentraîné par un éditeur de solutions logicielles. Donc il y a des strates. Hein, parce que là, on présente ça comme un acteur B2B, un acteur face à un acteur. En fait, il y a des tas d'acteurs. Donc ça va être une immense complexité. Il y aura peut-être en faveur donc, des personnes concernées une présomption de lien de causalité. Alors les points clés de l'AE Act, et je vais en finir avec ça, qui est le règlement sur l'IA en cours de discussion. Normalement, il y a un texte de compromis qui devrait être adopté dans à peu près une semaine, une dizaine de jours maximum, et qui va être soumis au trilogue, c'est-à-dire une discussion entre le Conseil de l'Europe, Commission et Parlement européen. Donc aujourd'hui, il y a 3 versions de texte. Donc on va vous dire ce que sera le droit dans 2 ans, la période transitoire, parce que le texte est en train d'être négocié au niveau de l'Union européenne. Alors, il faut savoir qu'au départ, bon, il y a une idée d'approche par les risques, il y a 4 niveaux de risques, avec un niveau de risque qui impose pas mal d'obligations, en termes de transparence notamment, mais pas uniquement, en termes d'audit préalable, de certification préalable. Il y a une logique de responsabilité des produits, mais cette catégorie d'IA au risque ne comprenait pas initialement les IA d'usage général, dont les IA génératives, telles les agents conversationnels dont on parle. Donc, à partir du moment où il y a eu ce phénomène ChatGPT, cette adoption massive de millions de personnes, il y a eu des nouvelles discussions au niveau de l'UE, et notamment le Parlement a ajouté des amendements pour prendre en compte tous les effets qu'on a vus, hein, et on commence à imaginer tous les potentiels que ça peut avoir. Et on arrive à au moins une obligation des fournisseurs de modèles de base, des foundation models, donc en l'occurrence OpenAI, utiles dans les systèmes d'IA générative, et les fournisseurs de solutions logicielles intégrant ces modèles, qui spécialisent un modèle de base. On a compris, il y a du pré-entraînement, après il y a du réentraînement. Il n'y a pas que du pré-entraînement d'ailleurs, il y a du pré-entraînement, du fine-tuning, il y a des barrières éthiques. Enfin bon, c'est plus compliqué que la statistique quand même. Hein. D'ailleurs, je fais un petit aparté là. C'est pas que de la statistique, il y a quand même beaucoup d'humains. C'est pour ça que quand on oppose la machine à l'homme, le modèle de langage, c'est très humain. D'ailleurs, on voit très bien quand on l'utilise d'ailleurs que c'est tout sauf neutre. Hein, c'est très biaisé. On le voit bien, on voit les biais d'ailleurs quand on l'utilise tous les jours. Donc les fournisseurs de modèles de base et les fournisseurs de solutions logicielles intégrant ces modèles de base vont avoir l'obligation de se conformer aux obligations de transparence de l'article 52, donc l'obligation de transparence, sur comment ça a été formé, sur quelles données, de quelle manière, etc. Et ensuite, parallèlement, de concevoir et de développer le modèle de base de manière, ça c'est plutôt OpenAI, hein, de manière à assurer des garanties adéquates contre la génération de contenus contraires aux droits de l'Union. C'est-à-dire que concrètement, on va obliger dans le droit dur du règlement de l'IA de mettre des barrières, des filtres éthiques, ce que fait déjà ChatGPT, avec un certain angle d'analyse, donc dans ces systèmes algorithmiques. Ça va être une obligation de faire des efforts pour que... alors ça va être compliqué, hein, c'est-à-dire mettre du droit dans le code. Alors évidemment, sur la forme, ce sont des normes, mais en pratique, on sait très bien que l'alignement des valeurs il est assez compliqué. Bon, alors les responsables... Là, je voulais parler du cas de M. Schwartz, dont j'en parle, on en a déjà parlé. Voilà, les questions de protection de données, on en a déjà parlé. Alors la question article 54, effectivement, il y a décision la coordination. Est-ce qu'il s'applique dans tous les cas à la génération d'outputs qui peuvent quand même s'approcher de consultations juridiques quand même, hein, et à la génération d'actes sous imprimé, on a vu la session d'action. Moi, je relance le débat quand même. Je ne suis pas absolument certain que ça s'applique à tous les cas. Merci. On a un petit peu explosé le temps de parole, mais focus important, c'est le focus sur l'utilisation des IA génératives pour le contract management.
Et c'est Ella qui va nous présenter sa point de vue Séraphin. Bonjour à tous. Je m'appelle Ella Guémira. J'ai précédemment eu l'opportunité et l'énorme chance d'avoir fait un parcours polyvalent. J'ai pu faire des études de mathématiques et de droit. Et j'ai également travaillé en tant que développeuse web pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis chef de projet chez Séraphin Légal, au sein, chef de projet IA notamment, au sein du pôle Legal Data Intelligence. Je suis très contente d'avoir aujourd'hui l'opportunité de vous en parler, de l'IA générative au sein du pôle Legal Data Intelligence, donc, qui est un terme commun avec l'intelligence artificielle au sein de Séraphin. Nous développons depuis 3 ans, 4 ans, des modèles qui sont fabriqués par nous et qui ont pour but en fait de donner sens aux données contractuelles, de faire de l'intelligence au sens anglais. Ça permet déjà d'apporter un premier détail, c'est que le terme intelligence artificielle d'expression a été mal traduite. En français, ça renvoie à la faculté humaine, alors qu'en anglais, intelligence, comme CIA par exemple, intelligence, ça signifie de donner un sens à un ensemble de données, ou bien faire révéler un sens à cet ensemble de données. Et c'est justement le point commun avec le pôle, le Legal Data Intelligence, qui a pour but d'avoir une analyse des données qui sont produites dans les contrats, par les contrats, ou contenues dans les contrats. Justement, depuis 3-4 ans, nous travaillons sur des modèles classiques. Ces modèles qui sont tasks spécifiques, donc il y a une tâche précise. Ces modèles aussi qui sont vraiment pas du tout dans la même lignée de l'IA générative. Et l'IA générative va se distinguer de ces modèles classiques de plusieurs manières. D'abord, l'IA générative va également faire une tâche, mais plusieurs tâches. Elle est généraliste avant d'être générative, dans le sens où vous pouvez la spécialiser si vous le souhaitez, mais elle peut faire plusieurs tâches. Et puis ensuite, elle est surtout génératrice et générative. Dans quel sens? Bien sûr, j'aimerais bien vraiment qu'on arrête tous les anthropomorphismes sur l'IA. Ce n'est pas l'IA qui génère ni qui rédige, elle est dénouée de toute conscience ou autonomie, je tiens à le dire, ou de libre arbitre. C'est une machine, voire un algorithme. Et ce que l'IA va faire en générant, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle va prédire en fait la suite des mots en reconnaissant certaines logiques, certains patterns, certaines répétitions dans son ensemble de données sur lequel elle a été entraînée. Donc, si on commence par là, on voit que l'IA générative est plus intéressante dans le sens où elle génère du contenu, ce contenu qui peut être sonore, visuel, linguistique, peu importe, textuel, mais elle est également très intéressante parce qu'elle fait plusieurs tâches, ce qui nous permet à nous, par exemple, de se demander quelles sont les tâches possibles sur un contrat. D'autant plus, l'IA générative, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est basé sur les Foundation Models, donc les LLM, les grands langages de modèles, qui est en fait un terme qui a été posé par Stanford pour parler de modèles génératifs. Et ces modèles-là, en fait, justement, ils se basent sur le langage. Or, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'analyse automatisée de langage, et notamment le langage naturel, pour ceux qui connaissent le domaine de la NLP. Et le langage naturel, le langage contractuel en fait partie, le langage juridique en fait partie. Donc nous nous intéressons naturellement à cette question, et au sein du pôle, nous réfléchissons là-dessus, et nous l'avons déjà intégré partiellement. Mais ce qui est surtout important à dire, c'est qu'il ne suffit pas d'intégrer l'IA pour offrir un service de qualité. Calculer rapidement, c'est bien, mais calculer rapidement en faisant les mauvais calculs ou dans le mauvais sens, c'est pas intéressant. Donc, comme toute technologie, il ne s'agit pas uniquement de se dire c'est l'IA, c'est rapide, ça répond dans une conversation et puis ça suffit. Encore faut-il que cette utilisation corresponde à un besoin réel, à un minimum que ça ne crée pas plus de problèmes, et au maximum, au mieux, que ça puisse réellement résoudre un problème préexistant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous avons adopté une approche qui est une approche prudente. Si, ça arrive. Une approche prudente. Alors c'est peut-être beaucoup moins attirant que certains discours, mais la science a bien ses limites. Et le but aujourd'hui de ma présentation, c'est de vous parler d'exemplarité. Moi, je n'ai aucune prétention à venir vous faire des leçons sur l'exemplarité. Par contre, ce qui est intéressant avec l'exemplarité, c'est que c'est un idéal, et ce qui compte, c'est l'effort qui est mis là-dedans pour converger vers l'exemplarité. Quand bien même on s'en rapproche de manière asymptotique, donc on ne l'atteint jamais, mais on s'approche énormément. Et c'est ici qu'il faut être prudent, sans pour autant perdre de l'ambition.
Ces modèles sont intéressants, ces modèles ne coûtent pas très cher parfois, mais si on voulait les développer de manière native et avec nos propres données, ça serait quasiment impossible. Mais justement, si ça ne coûte pas cher, c'est qu'il y a généralement un prix à payer. Et nous l'avons vu avec les plateformes, c'est même parce qu'une plateforme est gratuite que nous ne sommes pas le produit de la plateforme. Et il ne faut surtout pas peut-être refaire ces mêmes erreurs. Et donc il y a deux distinctions majeures à faire qui n'existent pas actuellement aujourd'hui en droit. La première, c'est la distinction entre le conseil juridique et l'information juridique. Cette dichotomie n'existe pas. D'ailleurs, l'expression conseil juridique, si je ne me trompe pas, elle a été abolie en juin 1971 avec l'instauration de la profession d'avocat. Mais si vous cherchez la définition de ce que c'est la profession d'avocat, c'est une définition très tautologique, dans le sens où c'est une personne qui a fait une formation pour devenir avocat. Donc il faudra déjà peut-être trouver une définition de ce que c'est le conseil juridique. Donc c'est différent de la formation juridique qui, elle, vise à donner des outils à l'avocat, à la direction juridique, à peu importe, pour réfléchir sur le droit. Et c'est peut-être là, comme vous l'avez précédemment dit, là où l'avocat se distingue. La deuxième distinction à faire, c'est entre compliance et complétude. La compliance, c'est la première question qui est posée. C'est quelqu'un qui va demander à un chat, par exemple, ou à ChatGPT, ou peu importe, la pénalité proposée par le co-contractant partenaire est-elle excessive? Donc ça porte sur la clause pénale. Ici, vous lui demandez en réalité un travail qui est censé être fait par un juge. Et quand bien même le juge le fait, on peut le débattre, on peut faire appel, on peut interjeter appel, ça se discute. Une qualification juridique n'est pas qu'un simple syllogisme algorithmique où A plus B égale à C. C'est bien plus complexe que ça. Et pour le coup, qualifier juridiquement n'est pas calculé. Penser n'est pas calculé. Donc ici, quand on se pose cette question, en réalité, on veut court-circuiter toutes les procédures qui existent déjà et tout le travail du juge. Et clairement, un algorithme ne peut pas garantir ça. En tout cas, aujourd'hui, avec l'état de l'art. Et de toute façon, il est limité dans sa manière d'appréhender le monde, qui est une manière purement algorithmique, purement logique et mathématique. Or, l'intelligence de l'avocat ou l'intelligence du conseiller juridique, ce n'est pas uniquement de faire un syllogisme et de dire cette loi s'applique par rapport à ça, c'est bien au-delà de ça, c'est de raisonner, c'est de bifurquer, comme diraient certains chercheurs en IA. Et nous, notre but, c'est de vous fournir ces outils-là. Et donc, à partir, par exemple, de vos contrats qui sont sur notre plateforme, nous avons déjà d'ailleurs pu développer des modèles où vous posez des questions plus intéressantes sur vos contrats. Par exemple, la deuxième question, elle est bien différente de la première. Et je vous rappelle que c'est un modèle de langage, donc le langage est très important là-dedans. C'est d'ailleurs une manière de pouvoir réutiliser l'IA générative, par exemple GPT-4, c'est de faire des prompts. On en a déjà parlé, de faire des prompts, en fait, c'est limiter les possibilités des réponses et en quelque sorte guider l'IA pour que vous arriviez à la réponse que vous souhaitez. Vous pouvez aussi fine-tuner un modèle, donc raffiner un modèle en lui apportant vos données et en lui apportant, en local bien sûr, vos données et en lui apportant des nouveaux paramètres d'analyse qui en fait vont permettre de spécifier le langage, le grand langage de modèle, le LLM, en une tâche spécifique. Donc nous, ce que nous souhaitons offrir, ce n'est pas de vous dire oui, nous avons une IA qui va vous générer un contrat. Alors bien entendu, ça va vous faire gagner du temps, mais la productivité temporelle n'est pas la seule mesure de réussite en droit. Il y a aussi l'effectivité, tout simplement, l'effectivité juridique. Il ne faut pas sacrifier l'effectivité juridique et aller derrière l'efficacité juridique, l'efficacité technique, pardon, parce que c'est plus rapide. Ça serait une énorme erreur qui peut vraiment, pour le coup, faire bien plus peur que la situation actuelle, d'ailleurs. Donc, il est absolument capital pour nous de fournir les outils aux avocats, donc en B2B2C, ou bien aux notaires, peu importe, n'importe quel conseiller juridique, pour que lui il puisse avoir les informations nécessaires et rapidement, en partant de ses propres données à lui. Et c'est cette idée de faire de l'intelligence à partir de ses propres données. Cet aspect d'analyse de données ou de data science n'existe pas réellement en droit. Ça existe dans plein d'autres domaines, mais pas en droit. Le dernier point, donc c'est la compliance et la complétude. La compliance, c'est la conformité à la loi. La complétude, thématique ou sectorielle, c'est par exemple, vous allez upload un contrat sur une plateforme et on va vous dire s'il y a une clause qui manque. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'une clause qui manque est peut-être une clause d'ordre public. On ne vous dit pas que le contrat est nul de plein droit, mais on vous dit que la clause n'est pas là. Et ça fait toute la différence parce qu'on ne vous prend pas votre autonomie. Et c'est justement ça ce qu'il faudrait aujourd'hui pouvoir faire
tout en ouvrant aussi la voie à adopter de nouveaux concepts et ne pas se braquer comme on l'a toujours fait en droit, vu que le droit cherche rarement à expliquer et souvent à prescrire. Pour conclure, si je souhaite que vous reteniez une seule chose de ma présentation, c'est que lorsqu'on parle de modèle d'intelligence artificielle, nous parlons d'un modèle. Un modèle, par définition, c'est une représentation de la réalité, et le but d'un modèle, bien sûr, c'est de converger le plus possible vers la réalité. Mais, et j'espère vraiment que vous garderez ça en tête, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Je vous remercie. Merci à tous. Simplement une question, je ne sais pas si on a 3 minutes pour envisager la prospection de vos conceptions. Qu'est-ce que vous envisagez dans l'idéal pour l'avenir, pour vos outils? Donc je te relaisse la parole pour Séraphin et pour le contract management. Concrètement, au niveau des fonctionnalités qui sont proposées, d'abord nous commençons par proposer des services, ce qui fait qu'en fait nous n'offrons pas des modèles qui ne sont pas entraînés sur des données qui sont livrées ou transmises par nos clients et donc consenties surtout, ou bien sur des données publiques qu'on peut exploiter. Donc la première chose, ce serait d'abord de pouvoir reconnaître, comme j'ai dit, des clauses qui seraient manquantes, de comparer par rapport aux autres aux autres contrats que vous avez, à vos données, de vous dire par exemple, dans tous vos contrats, il y en a 3 qui nécessitent une reconduction tacite. Pourtant, d'habitude, dans la plupart des contrats de ce type-là, ce n'est pas le cas. Donc faites attention. Par exemple, ce genre de remarques, des petites remarques, des notifications, et puis des services personnalisés qui vont par exemple vous permettre de reprendre tous vos contrats que vous avez déjà signés en dehors de la plateforme et que vous avez en stock, et les reprendre, les centraliser sur la plateforme. Ils vont être analysés par l'intelligence artificielle et vous pouvez assurer un suivi complet de tous vos contrats, de manière centralisée sur la même plateforme, et donc avoir des vraies métriques en fait, des vraies statistiques après, pour voir si par exemple votre négociation commerciale a évolué, si les montants de garantie sont raisonnables, voilà. Et directrice commerciale. Pour les GPT, quelle est l'évolution? Eh ben, déjà une V2 évidemment, puisque ça a marché puis ça continue de marcher, donc je travaille déjà évidemment à qu'est-ce que ça serait un truc un petit peu plus sympa à utiliser, plus qu'un iMessage like quoi, mais par contre évidemment mon but à la base c'était quand même de faire quelque chose de très consumer, le fait que il n'y ait pas que n'importe qui arrive et puisse s'acclimater un peu avec le sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça que je l'ai fait. Et comme je dis souvent, l'objectif c'est vraiment de monter le plancher quoi, plutôt que d'aller dans d'autres sphères qui sont le B2B, etc. Si B2B ça existera plutôt du B2B, B2C2B, donc par capillarité avec le consumer, mais moi ce qui me plaît à la base c'est le consumer. Et voilà, c'est un petit peu ma fibre de dire si n'importe qui peut poser sa question, peut-être que ça va l'engager dans une démarche juridique ou pas, mais à minima, je pense à tous les gens qui doivent aller chez le dentiste et qui n'y vont pas, et ben voilà, peut-être que ce sera la même chose pour l'aspect légal. Merci. Louis, toi, quelles évolutions prochaines? Je sais que tu nous avais parlé effectivement de combinaison de ressources, et je voudrais bien que tu présentes ça parce que c'était particulièrement pertinent. Ce que j'aimerais, c'est que avec Séraphin.légal, il y a une connexion, quoi. Que quand on parle dans l'assistant de Predictis, il puisse aller soit chercher de la jurisprudence, des textes de loi, évidemment des actualités, mais que pour des clients via un système d'API, on a des clients, des très beaux clients en commun, etc., qui puissent, dans une interface unique, aller piocher dans à la fois toute l'information externe, les dizaines de millions de documents maintenant qui existent et qui sont disponibles dans des bases comme Predictis, mais aussi toute son information interne. Comme ça, il pourrait dire rédige-moi un contrat basé sur mes modèles, mais qui prenne bien en compte le dernier revirement de jurisprudence ou la dernière évolution législative. Et puis l'outil va aller piocher dans les différentes bases de données et rédige un super draft génial, Séraphin X Predictis. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.